Je n'ai aucune envie d'intimité, a dit ma femme. Je me suis levé et je suis parti. Sa meilleure amie a dit, attends. Salut. Je m'appelle Marcus Ellis et j'ai 41 ans. Même si certains jours, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans rien que ces dernières années. 13 ans de mariage m'ont appris quelque chose dont personne ne vous met en garde quand vous êtes devant l'autel, le regard fixe, convaincu d'avoir tout compris. L'amour ne s'éteint pas toujours avec des disputes ou des départs dramatiques. Bon sang, c'est peut-être même plus facile à gérer. Non, le vrai tueur, c'est quand l'amour s'enfuit dans le silence entre les mots qu'on a arrêté de dire et les caresses qui n'ont plus de sens. Je me souviens quand Daniel riait à mes blagues idiotes. Et je dis bien, vraiment rire. Pas ce petit rire poli qu'elle me fait maintenant quand j'essaie trop d'être drôle. À l'époque, elle se tordait de rire à mes imitations stupides de ses collègues ou à la façon dont je racontais les pensées de notre chien d'une voix ridicule. Elle m'envoyait des messages doux et inattendus au milieu de sa journée de travail. Rien de bouleversant, juste des petits rappels qu'elle pensait à toi, qu'elle avait hâte de te voir ce soir. Ou même une simple photo de quelque chose qui lui faisait penser à moi. Ces messages étaient comme des petites bouffées de chaleur dans ma poitrine. Et puis, nos road trips. On planifiait ces aventures épiques. Parfois, juste 3 heures de route pour aller voir un petit resto déniché sur Yelp, ou partir à la montagne pour le week-end avec rien d'autre qu'une glacière pleine de bière et une playlist qu'on passait des heures à peaufiner. Elle naviguait pendant que je conduisais et on parlait de tout et de rien. Elle posait sa main sur ma cuisse pendant que je conduisais, pas de manière sexuelle, juste parce qu'elle voulait me toucher, juste parce que j'étais sa personne et qu'elle voulait ce lien. À l'époque, j'étais suffisant, plus que suffisant. J'étais son choix, son refuge, la personne avec qui elle préférait passer du temps. Je la surprenais parfois à me regarder avec cette expression qui me donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde, comme si j'étais exactement celui qu'elle attendait de moi, exactement quand elle en avait besoin. Maintenant, maintenant, je suis juste celui qui paie les factures et empêche la maison de s'écrouler. Je suis celui qui remarque quand on n'a plus de lait, qui pense à programmer les vidanges et qui répare le robinet qui la rend folle depuis des semaines. Je suis assis à côté d'elle sur le canapé pendant qu'elle consulte son téléphone. Et c'est comme si j'étais un meuble. Un meuble utile, certes, mais aussi important émotionnellement que la table basse. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était comme ça. Que c'était un amour normal et mature. Que les papillons dans le ventre et la connexion constante n'étaient que des phases de lune de miel qui s'estompent naturellement avec la vraie vie. Je lis des articles sur l'évolution des relations, sur la nécessité pour les couples de maintenir leur intimité après des années passées ensemble, sur le fait qu'il est normal que les choses deviennent confortables et routinières. J'y ai cru parce que l'alternative que quelque chose de fondamental se meure entre nous était trop terrifiante pour être affrontée de front. Mais au fond de moi, dans ce silence où l'on ne peut se mentir à soi-même, malgré tous mes efforts, je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose se fanait. Et j'avais l'impression d'être le seul à me soucier de le sauver. J'étais celui qui pratiquait la réanimation cardio-pulmonaire sur une relation au point mort, tandis qu'elle se contentait de regarder. J'aurais même peut-être préféré arrêter de faire autant d'efforts. C'est une forme particulière de solitude d'être marié à quelqu'un qui semble à peine tolérer votre présence. Pas de haine. Ce serait presque plus facile à comprendre. Juste cette constante irritation superficielle, comme si j'étais un moustique bourdonnant autour de sa tête qu'elle n'arrivait pas à chasser. Chaque tentative de renouer le contact me donnait l'impression de la déranger, d'interrompre quelque chose de plus important. Chaque blague tombait à plat. Chaque geste passait inaperçu ou était accueilli par un soupir d'épuisement qui me faisait me sentir grand comme 2 centimètres. J'ai commencé à observer les autres couples quand on sortait, me demandant s'ils faisaient semblant ou s'ils appréciaient encore la compagnie l'un de l'autre. Je les voyais rire ensemble, se toucher nonchalamment, se regarder comme s'ils aimaient vraiment ce qu'ils voyaient. Et j'avais mal au cœur. Quand Daniel a-t-elle cessé de me regarder comme ça? Quand suis-je devenu une obligation plutôt qu'un choix? Le pire, ce n'était même pas le rejet. C'était l'absence totale de reconnaissance du changement. Si j'évoquais un sentiment de déconnexion, elle balayait la situation d'un revers de main, on va bien, ou, tu dramatises. Si je suggérais qu'il fallait qu'on s'améliore, elle me prenait pour un fou de croire qu'il y avait un problème. C'était comme vivre dans une réalité parallèle où j'étais le seul à remarquer qu'on était devenus des étrangers, partageant un prêt immobilier et un compte Netflix. Mais je suis resté. Bien sûr, je suis resté, parce que c'est ce qu'on fait quand on a fait une promesse, non?
On ne lâche pas prise quand les choses se corsent. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime juste parce qu'il ne nous aime plus de la même façon. On continue d'essayer, d'espérer, de croire qu'on finira par se retrouver, même quand on a l'impression de mourir de faim. Écoute, je ne suis pas une romantique invétérée qui s'attendait à ce que notre mariage soit comme un film de Nicholas Sparks pour toujours. Je ne cherchais pas des feux d'artifice à chaque baiser, ni une passion débordante qui ferait râler les voisins. Bon sang, je me serais contenté d'une simple chaleur humaine à ce moment-là. Tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de sentir que j'existais dans son monde, plus que le simple gars qui s'occupait des choses ennuyeuses. Je ne demandais pas grand-chose, tu sais, juste me sentir vu, avoir l'impression que lorsqu'elle me regardait, elle voyait vraiment Marcus, l'homme qu'elle avait choisi d'épouser, au lieu de me scruter comme si j'étais un élément de la maison. Mais chacun de mes gestes, chacune de mes tentatives pour combler le fossé grandissant entre nous, me donnait l'impression de franchir un canyon invisible qui ne cessait de s'élargir, malgré tous mes efforts. Je me levais tôt le samedi matin et préparais son petit déjeuner préféré, ses crêpes aux myrtilles et aux zestes de citron, si délicieuses qu'elles prennent une éternité à réussir. Je le lui apportais au lit avec du café frais, exactement comme elle l'aime, en me disant que ce serait peut-être le matin où elle me sourirait comme avant. Au lieu de cela, elle levait à peine les yeux de son téléphone, marmonnait un merci distrait et continuait à naviguer sur les réseaux sociaux. C'était comme si j'étais devenu invisible, comme si mes efforts n'étaient qu'un bruit de fond attendu dans sa vie. Je lui faisais couler un bain après une journée de travail particulièrement difficile, avec ses sels de bain hors de prix qu'elle adorait et des bougies autour de la baignoire. Je lui disais qu'il était prêt et qu'elle allait l'utiliser. Mais elle n'a jamais reconnu que j'avais pensé à son confort, que j'avais pris le temps de faire quelque chose de gentil dans ma soirée pour elle. C'était juste un élément de plus sur sa liste de choses à faire à la maison, comme le lave-vaisselle en marche ou la distribution du courrier. Les massages des épaules étaient probablement le pire. Elle se plaignait d'être tendue, d'avoir mal au cou à force d'être penchée sur son ordinateur portable toute la journée. Alors, je me plaignais derrière sa chaise et commençais à dénouer les nœuds. Mes mains trouvaient ces endroits familiers où elle accumulait toujours son stress, et j'essayais de l'aider à se détendre. Mais au lieu de se fondre dans mon contact comme avant, elle se raidissait. Tout son corps se tendait comme si mes mains étaient des intrus indésirables. Et au bout de 2 minutes environ, elle me repoussait d'un haussement d'épaule sous prétexte de devoir terminer quelque chose d'important. Chacun de mes contacts rencontrait une résistance. Non pas une répulsion agressive, mais un repli subtil et constant qui me donnait l'impression que j'avais tort de vouloir un contact physique avec ma propre femme. Une main dans le bas de son dos quand je passais derrière elle dans la cuisine la faisait avancer hors de portée. Essayer de lui tenir la main en marchant la forçait soudain à fouiller dans son sac à main pour trouver une urgence. Même un geste aussi innocent que de lui repousser les cheveux la faisait sursauter, comme si je l'avais surprise. Un soir, après presque 3 semaines sans contact physique significatif, j'ai enfin trouvé le courage de dire quelque chose. Nous étions assises de chaque côté du canapé. Cet immense espace entre nous aurait tout aussi bien pu être le Grand Canyon. Et je ne supportais plus ce silence. On me manque, ai-je dit d'une voix plus basse que prévu. Elle n'a même pas mis son émission en pause, fixant la télévision comme si je n'avais rien dit. Quand j'ai prononcé son nom pour attirer son attention, elle m'a finalement regardé avec une expression légèrement agacée, comme si j'interrompais quelque chose d'important. « Ce n'est pas toi », a-t-elle dit d'un ton neutre et dénué d'émotion. « Je suis juste fatiguée. » Juste fatiguée. C'était son explication pour expliquer pourquoi ma femme était devenue une étrangère. C'était censé me rassurer, je suppose, sachant que ce n'était pas personnel. Mais la fatigue s'est transformée en semaines de froideur. Puis des mois, et quelque part en chemin, j'ai réalisé que la fatigue était devenue son état permanent envers moi. J'ai alors commencé à me retirer, non pas pour la punir ou jouer à un jeu stupide, mais simplement par légitime défense. Tendre la main à quelqu'un jour après jour et être repoussé, ignoré ou traité comme si on le dérangeait, ça a un effet sur l'âme d'un homme. Ça ronge votre estime de soi jusqu'à ce qu'on commence à se demander si on n'est pas vraiment aussi agaçant et indésirable que ses réactions le laissent penser. Je suis resté parce que je l'aimais. Que Dieu me vienne en aide. Je suis resté parce qu'une part idiote de moi croyait encore que la femme que j'avais épousée était enfouie quelque part sous toute cette indifférence, attendant de revenir vers moi. Mais je me suis aussi demandé si elle m'aimait encore, et encore moins si elle m'aimait encore. Parce que quand quelqu'un traite constamment votre affection comme un désagrément, on a forcément l'impression d'être devenu le fantôme qui hante son propre mariage.
J'ai pensé qu'un changement d'air pourrait aider. Vous savez, parfois, on est tellement pris par la routine qu'on oublie qui on est ensemble. Je me suis dit que si je pouvais juste éloigner Daniel de toutes les distractions, du stress du travail, de la pile de linge sale interminable, du flux incessant de séries Netflix qui lui semblaient plus intéressantes que de vraies conversations, on se souviendrait peut-être de ce qu'on avait avant. J'ai donc planifié ce week-end. Rien de luxueux ni d'extraordinaire, juste un petit chalet douillet que j'ai trouvé en ligne à environ 2 heures au nord de la ville. Les photos montraient ce lieu rustique niché dans les bois, avec une cheminée en pierre, un jacuzzi sur la terrasse et d'immenses fenêtres donnant sur les montagnes. C'était exactement le genre d'endroit où nous aimions passer du temps à l'époque où nous apprécions vraiment la compagnie l'un de l'autre. J'ai géré tous les détails moi-même, car, soyons honnêtes, demander à Daniel de m'aider à organiser quelque chose de romantique, c'était m'exposer à une déception. J'ai fait nos valises, rempli la glacière de son vin préféré et de ses fromages chers qu'elle apprécie, et j'ai même pensé à apporter la playlist que nous écoutions lors de nos road trips, à l'époque où la musique était un sujet de partage plutôt que de dispute. Le trajet jusqu'ici était prometteur au début. Elle semblait détendue pour la première fois depuis des semaines, commentant le paysage au lieu d'être plongée dans son téléphone. Nous nous sommes arrêtés à un petit stand de ferme qui vendait du cidre frais. Et pendant un bref instant, lorsqu'elle a ri à une remarque du vieux fermier sur les citadins, j'ai aperçu la femme dont j'étais tombé amoureux. J'avais l'impression d'être plus léger que depuis des mois. Mais ce sentiment a duré à peu près le temps d'arriver au chalet et de déballer nos affaires. Dès que nous avons franchi la porte, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle trouva immédiatement le mot de passe Wi-Fi et s'installa sur le canapé, téléphone à la main, parcourant les mêmes flux de réseaux sociaux qu'elle avait regardés à la maison. Tous ces magnifiques paysages par les fenêtres. Toute cette paix et cette tranquillité que j'espérais nous réunir, et elle était de retour dans ce petit monde numérique où je n'existais apparemment pas. J'essayais de rester positif, nous préparer des boissons, suggéra une promenade dans la propriété avant la nuit, lui montrer les cerfs que je voyais brouter à l'orée du bosquet. Elle hochait la tête et émettait de petits sons agréables, mais ses yeux ne quittaient jamais ce foutu écran. C'était comme si elle était physiquement présente, mais mentalement complètement ailleurs, probablement occupée à lire des histoires sur la vie des autres au lieu d'essayer d'améliorer la sienne. Ce soir-là, j'ai allumé un feu dans la cheminée. Cela m'a pris une éternité, car je ne suis pas vraiment un grand amateur de plein air, mais j'étais déterminé à créer le genre d'atmosphère romantique qui lui rappellerait pourquoi elle m'avait épousé. Les flammes dansaient, projetant des ombres chaleureuses dans la pièce, et j'avais ouvert cette bouteille de vin qu'elle adorait. La scène semblait tout droit sortie d'un film romantique, exactement le genre de décor où les couples se reconnectent et se rappellent ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. Elle a passé la majeure partie de son temps à envoyer des textos. Je n'exagère même pas. Tandis que j'étais assis là, à regarder le feu, cherchant comment engager une vraie conversation, elle a son téléphone incliné loin de moi, ses doigts parcourant l'écran comme si elle avait la discussion la plus fascinante de sa vie avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Le léger claquement de ses ongles contre la vitre était le seul bruit dans la pièce, hormis le crépitement du bois. Quand j'ai enfin trouvé le courage de dire quelque chose pour tenter de sauver ce qui était censé être notre soirée romantique, elle m'a à peine répondu. Je me suis rapproché d'elle sur le canapé. Assez près pour sentir son parfum. Assez près pour qu'autrefois, elle se soit blottie contre moi sans même y penser. C'est agréable, ai-je dit, essayant d'avoir l'air désinvolte plutôt que désespéré. Juste nous deux. Pas de distraction. Elle émit un petit bourdonnement qui aurait pu signifier n'importe quoi. Elle ne leva toujours pas les yeux de son téléphone. C'est alors que je tendis la main. Pas d'une manière exigeante et possessive, juste un simple geste de connexion. Le genre de contact qui était autrefois automatique entre nous. Naturel comme une respiration. Mes doigts avaient à peine effleuré les siens qu'elle s'écarta comme si j'essayais d'attraper un charbon ardent. « Tu ne peux pas, dit-elle d'une voix aigre d'irritation. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Nous étions là, dans ce bel endroit que j'avais choisi spécialement pour nous rapprocher. Et elle voulait qu'on la laisse tranquille. Pas pour se détendre ou décompresser, mais loin de moi. Au contact de son propre mari, je ne répondis rien. Que pouvais-je dire? Que j'avais conduit 2 heures et dépensé de l'argent que nous n'avions pas vraiment à notre disposition juste pour qu'elle puisse m'ignorer ailleurs. Que j'avais espéré une soirée où je ne me sentirais plus étrangère à mon propre mariage. Que son rejet désinvolte m'avait donné l'impression qu'elle venait de me dire que je ne valais rien. Au lieu de cela,
j'ai simplement fixé ces flammes et j'ai senti quelque chose en moi s'éteindre aussi silencieusement que les braises plus tard dans la nuit. Ce n'était pas exactement de la colère, même si la colère aurait peut-être été plus saine. C'était plutôt de la résignation, comme l'acceptation d'une vérité contre laquelle je luttais depuis des mois. C'est ce soir-là que j'ai cessé d'espérer qu'elle revienne émotionnellement. Ce soir-là, j'ai compris que tous mes efforts, toutes mes planifications, tous mes efforts et toutes mes tentatives pour la rejoindre n'allaient pas réparer comme par magie ce qui avait brisé entre nous, elle avait fait son choix. Et ce n'était pas moi. Pourtant, je suis resté jusqu'à la fin du week-end. J'ai continué à dormir dans le même lit, à préparer le petit déjeuner, à faire comme si tout allait bien. Parce que c'est ce que font les hommes, non? Nous surmontons la douleur, ravalons le rejet, continuons à être présents même lorsque notre âme est affamée de ce que notre partenaire semble incapable de nous donner, même lorsque nous mourons intérieurement. C'était un jeudi soir de fin octobre, un de ces soirs de semaine sans histoire qui se fondent dans tous les autres soirs de semaine sans histoire quand on vit un mariage qui s'étouffe peu à peu. Je me souviens que c'était jeudi parce que Daniel regardait toujours ses émissions policières le jeudi, des séries policières sur des affaires non résolues qu'elle suivait religieusement. Elle se blottissait de son côté du canapé avec une couverture, complètement absorbée par les mystères des autres, tout en restant totalement indifférente à la résolution de celui qui se déroulait dans notre salon. J'envisageais cette conversation depuis des semaines, voire des mois. Chaque fois que je trouvais le courage d'aborder ce qui se passait entre nous, je perdais courage au dernier moment. Une partie de moi était terrifiée par sa réponse. Mais pour être honnête, une part encore plus grande de moi était terrifiée à l'idée qu'elle ne se soucie pas suffisamment de moi pour me répondre. Que ma douleur, ma solitude, mon besoin désespéré de connexion se répercutent sur elle comme tout ce que j'essayais de lui communiquer. Mais ce soir-là, quelque chose me semblait différent. Peut-être était-ce dû à sa façon de m'ignorer complètement en rentrant du travail, sans même lever les yeux pour la saluer. Peut-être était-ce dû à la façon dont elle avait mangé le dîner que j'avais préparé en silence, parcourant son téléphone entre chaque bouchée comme si j'étais une simple employée. Ou peut-être avais-je enfin atteint ce point de rupture où le silence me semblait plus insupportable que ce qui pourrait arriver si je parlais. Elle était installée à sa place habituelle. Télécommande dans une main, téléphone dans l'autre, complètement dans son élément. La lueur bleue de la télévision vacillait sur son visage, et elle semblait si paisible, si heureuse dans sa petite bulle de divertissement et de distraction numérique. L'espace d'un instant, j'ai failli me dégonfler. Pourquoi gâcher sa soirée? Pourquoi forcer cette conversation alors qu'elle voulait clairement décompresser et échapper à la réalité? Mais j'ai repensé à toutes ces soirées passées assises à l'autre bout de ce même canapé, à me sentir comme un fantôme chez moi. Et je savais que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant que tout allait bien, que c'était ça, le mariage. Je me suis assis à côté d'elle, pas trop près, car j'avais appris qu'envahir son espace personnel était le meilleur moyen de couper court à la conversation avant même qu'elle ne commence, mais suffisamment près pour qu'elle sache que j'étais là. Assez près pour qu'elle ne puisse pas m'ignorer complètement sans que cela se remarque. On peut parler après, ai-je demandé d'un ton décontracté, non menaçant. Juste une simple demande entre deux personnes censées être partenaires. Elle n'a même pas mis l'émission en pause, s'est contentée de prendre la télécommande et d'appuyer sur le bouton muet avec un profond soupir qui montrait clairement qu'elle considérait mon besoin de communication comme un inconvénient. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son expression était déjà sur la défensive, comme si je l'avais accusée de quelque chose au lieu de simplement lui demander quelques minutes de son temps. Et maintenant, a-t-elle dit. Et ces deux mots portaient le poids de toutes les conversations qu'elle refusait d'avoir. Tous les problèmes qu'elle refusait d'admettre, tous les efforts que j'avais faits et qu'elle avait rejetés comme de la privation ou du drame. Le problème, c'est qu'atteindre le point de rupture donne une étrange lucidité. Tous les mots que je répétais dans ma tête depuis des semaines se sont envolés. Et ce qui est ressorti, c'est la vérité simple et honnête de ce qui me tuait. Ça me manque d'être proche, ai-je dit. Nous me manquons. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle s'adoucirait. Peut-être qu'elle reconnaîtrait la douleur dans ma voix et se rappellerait qu'elle se souciait de mes sentiments. Peut-être qu'elle comprendrait que son mari était assis là, à supplier. Mais elle n'a pas hésité, pas même l'espace d'un instant. Je n'ai aucun désir d'intimité, a-t-elle dit. Sa voix est monotone et dénuée d'émotion, comme si elle lisait la liste des ingrédients sur une boîte de céréales. Pas avec toi. Pas avec toi. Ces trois mots m'ont frappé comme un coup de massue. Ce n'était pas seulement qu'elle ne voulait pas d'intimité en général, ce qui aurait été déjà assez dévastateur.
C'était surtout qu'elle n'en voulait pas avec moi. Son mari, l'homme qu'elle avait promis d'aimer et de chérir, qu'elle avait choisi par-dessus tout, elle était apparemment revenue sur ce choix et n'avait même pas pris la peine de m'annoncer la nouvelle avec douceur ou regret. Je restais là, à la regarder, attendant qu'elle réalise ce qu'elle venait de dire, ce qu'elle venait de me faire avec cette cruauté désinvolte, attendant qu'elle fasse marche arrière, qu'elle s'explique ou qu'elle montre un signe qu'elle comprenait qu'elle venait de planter un couteau dans le cœur de notre mariage. Mais elle m'a simplement regardé avec une expression légèrement agacée, comme si j'étais un vendeur insistant qui n'acceptait pas un non comme réponse. Le silence s'est installé entre nous, et j'entendais la télévision, muette, diffusant toujours son émission policière, révélant probablement l'identité du tueur, tandis que mon propre mystère s'élucidait, là, sur le canapé. Le mystère de savoir si ma femme m'aimait encore, me désirait encore, me considérait encore comme autre chose qu'une obligation. Affaire classée. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes, comme si je descendais d'un bateau après un long voyage. J'avais une sensation étrange, déconnectée, comme si j'observais quelqu'un d'autre accomplir les gestes de la suite. Je suis allé dans notre chambre, même si, je suppose, elle avait cessé d'être notre chambre depuis qu'elle m'avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, et j'ai sorti le sac de voyage que j'utilisais pour mes déplacements professionnels. J'ai fait mes bagages méthodiquement, sans penser à ce que j'emportais ni à ce que je laissais derrière moi, remplissant simplement le sac de vêtements et d'articles de toilette pour tenir quelques jours. Elle n'est jamais venue voir ce que je faisais. Elle n'a jamais demandé où j'allais ni quand je reviendrais. Le son de son émission de télévision reprit son volume normal pendant que je pliais des chemises, ce qui m'a pris tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses priorités. En retraversant le salon avec mon sac, elle leva brièvement les yeux et je me dis qu'elle comprendrait peut-être maintenant ce qui se passait, ce que ses paroles avaient déclenché. Mais elle se retourna vers son émission comme si je partais pour n'importe quel autre voyage d'affaires. Pas de cris, pas de larmes, pas de confrontation dramatique. Juste le son discret d'un mariage qui se termine par une fermeture éclair et des pas se dirigeant vers la porte. Parfois, les moments les plus importants de la vie se déroulent sans tambour ni trompette. La réponse fut si rapide que je me demandais si elle avait passé des semaines à fixer son téléphone, à attendre que je la contacte, comme si elle était restée assise là à rafraîchir notre conversation toutes les 5 minutes. Oui, merci. Je serai là. Merci. Comme si je lui rendais service en lui donnant l'occasion de me mentir à nouveau. Comme si c'était un cadeau généreux plutôt que ce que c'était réellement. Son évaluation finale. J'ai passé la nuit à planifier précisément comment ça allait se passer. Ce que j'allais dire, comment je le dirais, quelle expression j'aurais en lui montrant les captures d'écran. Je me suis entraîné devant le miroir de la salle de bain de Lucas jusqu'à pouvoir dire mon texte sans trembler, sans qu'aucune émotion ne transparaisse qu'elle pourrait utiliser contre moi. L'Uptown Café était parfait pour ce que j'avais prévu. Assez public pour qu'elle ne puisse pas faire de scène sans se mettre dans l'embarras, mais pas trop bondé pour que nous puissions avoir une conversation privée. De plus, c'était un territoire neutre. Un endroit où nous n'avions jamais été ensemble, donc aucun souvenir sentimental ne viendrait obscurcir mon jugement ou me faire fondre au moment crucial. Je suis arrivé 20 minutes en avance, j'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais voir tout, et j'ai commandé un café noir dont je n'avais pas vraiment envie. Mes mains étaient fermes tandis que je serrais la tasse chaude, à ma grande surprise. Je m'attendais à être nerveux, peut-être même ému. Une partie de moi pensait que j'avais peut-être encore des sentiments pour elle qui compliqueraient les choses. Mais assis là, à l'attendre, je ne ressentais qu'une détermination glaciale. Elle est entrée à 15h pile. Et bon sang, elle avait vraiment tout donné pour ce spectacle. Ses cheveux étaient fraîchement coiffés, avec ses douces ondulations effet plage dans lesquelles j'adorais passer mes doigts après une heure de coiffage. Un maquillage impeccablement appliqué pour souligner ses pommettes et agrandir ses yeux, plus innocents. Elle portait cette robe d'été bleue à petites fleurs. Celle qu'elle avait portée pour notre 2e anniversaire, celle qu'elle savait être ma préférée, car je lui avais répété des dizaines de fois combien elle était belle dedans. Tout était tellement calculé que j'en ai presque ri. Elle jouait encore à des jeux, essayait encore de me manipuler, même maintenant, même après tout ce qui s'était passé. Elle s'était probablement dit que si elle était assez jolie, assez vulnérable, assez nostalgique, j'oublierais pourquoi j'étais en colère et la reprendrais comme un chiot pathétique qui ne pouvait pas rester en colère contre son maître. Elle s'est arrêtée sur le seuil, scrutant le café jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a adressé ce sourire doux et plein d'espoir. Qui aurait pu fonctionner il y a un mois,
à l'époque où je la croyais encore capable d'émotions sincères plutôt que de se contenter d'un jeu d'acteur exceptionnel. Elle s'est approchée lentement, comme si elle s'approchait d'un animal blessé qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque, s'est glissée sur le siège en face de moi avec une grâce experte, a posé son sac à main avec précaution et a joint les mains sur la table comme si elle posait pour une photo. « Salut », a-t-elle dit doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, le même ton qu'elle utilisait pour se sortir d'un mauvais pas, comme lorsqu'elle avait atteint le plafond de sa carte de crédit ou oublié de payer sa facture d'électricité. « Sienna », ai-je répondu d'une voix parfaitement neutre. Aucune chaleur, aucune colère, rien qu'elle puisse déchiffrer ou à quoi elle puisse réagir. « Tu as l'air en pleine forme », a-t-elle poursuivi. Espérant probablement une réponse qui lui donnerait une ouverture. « Vraiment bien. Tu as recommencé à faire du sport, non? Je vois bien que ça te va bien. » Elle cherchait à m'engager dans une conversation banale pour pouvoir passer à la conversation plus générale. Je l'ai juste fixé du regard, laissant le silence s'éterniser jusqu'à devenir inconfortable. Je l'ai regardé tripoter la bandoulière de son sac et jeter un coup d'œil autour du café comme si elle cherchait un renfort ou une échappatoire. « Rowan, je sais que tu es en colère », a-t-elle finalement dit quand il est devenu clair que je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Et tu as parfaitement le droit de l'être. Ce que j'ai dit dans cette vidéo était horrible et cruel, et je ne pensais rien de tout ça. Pas un mot. » Sa voix commençait à trembler, pile au-dessus de cul. J'étais saoulé, les filles étaient horribles, elles m'encourageaient, et j'ai juste dit la première bêtise qui m'est passée par la tête. Tu sais comment je suis quand je bois. Je dis des choses que je ne pense pas. Tu m'as déjà vu faire ça. Elle a marqué une pause, attendant que j'intervienne pour la rassurer ou la pardonner. Comme je ne le faisais pas, elle a continué, la voix de plus en plus désespérée. Je deviens folle sans toi. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrête pas de penser à l'énorme gâchis que j'ai commis. Ma mère me demande sans cesse où tu es, et je ne sais pas quoi lui dire, incapable d'expliquer comment j'ai pu blesser la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Les larmes commençaient à perler au coin de ses yeux. Parfaitement synchronisées. S'il te plaît, ma puce, donne-moi une chance de réparer les dégâts. On peut aller voir un thérapeute. On peut surmonter ça. Je ferai tout ce qu'il faut. Je t'aime tellement, et je sais que tu m'aimes aussi. Malgré tout, la prestation était impeccable. Si je n'avais pas été plus avisé, si je n'avais pas vu ces captures d'écran, je l'aurais peut-être cru. Ses lèvres tremblantes, sa voix qui s'est brisée en « je t'aime ». Même cette larme qui a coulé sur sa joue, pile à l'heure. Elle avait probablement répété tout ce discours devant son miroir. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran que Jonah m'avait envoyées et les fait glisser sur la table sans un mot. Elle baissa les yeux vers l'écran et je vis son visage passer par environ 5 émotions différentes en l'espace de 2 secondes. La confusion alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait, la reconnaissance lorsqu'elle comprit ce que c'était, la panique lorsqu'elle comprit les implications, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si elle en avait assez de faire semblant d'être désolée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, mais sa voix avait déjà perdu ce ton doux et vulnérable. Elle savait exactement ce que c'était. « Ton plan ?» dis-je simplement. Tout du début à la fin. Elle fixa le téléphone un long moment, parcourant les captures d'écran avec des doigts tremblants. Je la voyais lire ses propres mots, se remémorer les conversations, essayant probablement de déterminer lequel de ses amis l'avait trahi. Lorsqu'elle releva les yeux vers moi, le masque était complètement tombé. Plus de larmes, plus de jeux de victime innocente, juste des calculs froids qui me fixaient. « Rowan, je peux t'expliquer. » « Non », l'a coupé-je en me levant de table. « Tu ne peux pas, car aucune explication ne justifie tout ça. Tu as tout planifié. Tu étais assis dans notre cuisine, dans notre lit, à planifier comment me détruire, et tu l'as exécuté à la perfection. Je voyais les autres clients commencer à regarder dans notre direction, mais je m'en fichais complètement. Je ne suis pas là pour des excuses, une conclusion ou tout autre que tu veux me vendre. Je voulais juste que tu saches que je sais que ton petit jeu a fonctionné exactement comme tu le voulais, sauf pour une chose. » « Quoi ?» murmura-t-elle. « Tu pensais que je reviendrais en rampant. Tu pensais que je serais si brisé et désespéré que je te reprendrais, quoi que tu me fasses. Mais devine quoi, Sienna ? Je ne suis plus ce type. Et je ne suis définitivement plus ton homme. » J'ai déposé un billet de $5 sur la table pour mon café intact et je me suis dirigé vers la porte.
Rowan, attends. Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir l'émotion qu'elle exprimait maintenant. Je suis juste sorti de ce café et de sa vie, la laissant assise seule avec la preuve de sa trahison, exactement comme elle m'avait quitté. Sortir de ce café ressemblait à la scène finale d'un film. Dramatique, satisfaisant, complet. J'avais dit ce que je devais dire, livré mon coup de poing à élimination directe et laissé Sienna assis là avec l'épave de ses mensonges. Pendant environ 48 heures, j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose. Comme si j'avais récupéré un morceau de moi-même qu'elle avait volé. Mais ensuite, l'adrénaline s'est dissipée et j'étais de retour à être un gars dont le mariage avait implosé de la manière la plus publique possible. La confrontation m'avait donné la fermeture, bien sûr, mais cela n'a pas réparé comme par magie le fait que je dormais toujours sur le canapé de mon meilleur ami, traitant toujours des retombées d'être marié à un sociopathe, essayant toujours de comprendre qui j'étais censé être maintenant. C'est à ce moment-là que mon téléphone a bourdonné un message de quelqu'un à qui je n'attendais certainement pas et, cela peut sembler aléatoire, mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec vous et Sienna. Je suis Adriel. Je sors avec Marcus de son bureau. Seriez-vous prêt à prendre du café un jour? Je pense que nous pourrions avoir des choses à dire. Adriel, je me souviens vaguement du nom de quelques événements de travail à laquelle Sienna m'avait traîné. Femme de race grande et mixte avec des boucles naturelles et ce rire vraiment authentique. Elle a travaillé dans le marketing pour une start-up technologique et sortait avec Marcus, le gars du département de comptabilité de Sienna, qui portait toujours des nœuds papillons et parlait de la bière artisanale comme si c'était un article. Mon premier instinct a été d'ignorer le message. Je viens de finir de brûler des ponts avec mon ex-femme. Ai-je vraiment besoin de m'impliquer dans le drame du lieu de travail que Sienna avait suscité? Mais quelque chose sur la façon dont Adriel avait formulé ça me rendait curieux. Nous pourrions avoir des choses à dire. Cela ressemblait moins à des ragots et plus comme si elle avait des informations réelles que je devais entendre. De plus, j'allais remuer fou chez Lucas. Entre le gymnase, la thérapie et mon cours de certification, j'avais une routine, mais je vivais toujours dans cette étrange bulle d'isolement. Peut-être que parler à quelqu'un qui avait été témoin de Sienna de l'extérieur m'aiderait à donner un sens aux choses. Alors, j'ai envoyé un texto, bien sûr, demain l'après-midi travaille pour vous. Nous nous sommes rencontrés à Grain Coffee, ce petit endroit indépendant dans le quartier des Arts qui était toujours rempli de pigistes et d'étudiants. Adriel était déjà là à mon arrivée, assis à une table d'angle avec 2 tasses fumantes devant elle. Elle m'a pris un café noir sans demander. Soit une supposition chanceuse, soit elle avait fait ses devoirs. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit en m'asseyant. Je ne savais pas si vous voudriez parler à quelqu'un lié à toute cette situation. Honnêtement, je n'ai presque pas répondu, j'ai admis, mais la curiosité a eu raison de moi. Elle a ri et c'était le même son authentique dont je me souvenais de ses fêtes de bureau. Assez juste. J'aurais probablement fait la même chose si une personne au hasard tendit la main après l'explosion de ma vie. Il y avait quelque chose de immédiatement à l'aise pour parler à Adriel. Pas de petite conversation maladroite, pas de marche sur des coquilles d'œufs autour de l'éléphant dans la pièce. Elle a plongé. À propos du chat de groupe, de la planification, de tout cela. Je voulais que vous sachiez que tout le monde n'a pas adhéré à la loi sur les victimes de Sienna. Cela m'a pris au dépourvu. Marcus connaissait le chat de groupe. Pas à l'époque, mais après votre petite confrontation au café, qui était apparemment légendaire, Sienna est entrée au travail le lendemain déshabillée. J'ai commencé à dire à quiconque avait écouté que vous l'aviez tendue en embuscade avec de fausses captures d'écran et que vous aviez rendu une scène en public. Adriel secoua la tête, l'air dégoûté. Marcus ne l'a pas acheté pendant une seconde. Il l'avait regardée opérer au bureau pendant 2 ans, a vu comment elle manipulait les situations pour se faire bien paraître. Alors, il a commencé à demander autour de lui et finalement Jonah a tout renversé. Jésus, combien de personnes savent? Plus que vous ne le pensez. Il s'avère que Sienna n'était pas aussi subtile qu'elle ne le pensait. Les gens avaient remarqué des choses, comment elle a parlé de vous, comment elle a agi quand vous n'étiez pas là. Le TikTok n'était que le dernier élément de preuve. Tout le monde avait besoin de voir ce qui se passait vraiment. Nous avons parlé pendant 2 heures, et c'était la première fois depuis le début de tout ce cauchemar que j'avais l'impression que quelqu'un comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Adriel avait ses propres histoires sur le comportement manipulateur de Sienna au travail. Comment elle jetterait des collègues sous le bus pour se rendre plus belle, comment elle répandait des ragots, puis jouerait innocent quand cela a provoqué un drame.
Elle a essayé de faire virer Marcus l'année dernière. Adriel m'a dit en remuant le sucre dans sa deuxième tasse de café. A dit à leur patron qu'ils volaient des informations sur les clients et les vendaient à des concurrents. Terminé évidemment. Mais il a fallu Marcus Weeks pour effacer son nom. Pourquoi? J'ai demandé. Qu'est-ce que Marcus lui a jamais fait? Il a été promu à un poste qu'elle voulait. C'était ça. Dans le monde de Sienna, si vous avez quelque chose qu'elle veut, vous devenez un ennemi qui doit être éliminé. Plus nous parlions, plus je réalisais à quel point j'étais chanceux d'être hors de ce mariage. Sienna n'avait pas été une mauvaise épouse. Elle était vraiment toxique, le genre de personne qui a laissé la destruction dans son sillage partout où elle allait. J'avais tellement concentré sur ce qui n'allait pas avec moi, ce que j'avais fait pour mériter son traitement, que je n'avais jamais considéré la possibilité que le problème soit entièrement le sien. Puis-je vous demander quelque chose? Adriel a dit alors que nous nous préparions à partir. Lorsque vous avez découvert le chat de groupe, étiez-vous plus blessé ou plus en colère? J'y ai réfléchi pendant 1 minute. En colère, définitivement. La blessure était déjà là à partir de la vidéo, mais découvrant qu'elle a été préméditée, ce qui m'a rendu furieux. Bien, dit-elle, se levant et attrapant sa veste. La blessure signifie que vous vous souciez toujours de son opinion. La colère signifie que vous savez que vous méritez mieux. Nous avons échangé des chiffres et prévu de passer du temps à la semaine suivante. Rien de romantique. Nous étions tous les deux clairs à ce sujet. Mais ça faisait du bien d'avoir quelqu'un dans mon coin qui a compris la situation sans que je n'aie à expliquer chaque détail. Alors que je retournais chez Lucas, j'ai réalisé que quelque chose s'était déplacé. Depuis des semaines, je transportais ce sens de la honte, comme si j'étais en quelque sorte responsable de ce qui était arrivé à mon mariage. Comme si j'avais été un meilleur mari, plus attrayant, plus réussi, Sienna n'aurait pas ressenti le besoin de m'humilier. Mais parler à Adriel m'avait aidé à voir la vérité. Ce n'était jamais pour moi. Sienna était une narcissique qui m'avait utilisé comme une cible pratique pour ses propres insécurités et manipulations. Elle aurait fait cela à quiconque a gêné ce qu'elle voulait. Il se trouvait juste être le pauvre salaud qui l'a épousée. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai écrit quelque chose auquel je pensais depuis des jours. Parfois, la trahison est le début, pas la fin. C'était comme la chose la plus vraie que j'avais écrite en moi. La trahison de Sienna n'avait pas mis fin à ma vie. Il en avait commencé un nouveau, un meilleur. Une vie où je n'avais pas à me rétrécir pour s'adapter aux attentes de quelqu'un d'autre. Où je pouvais être fier de qui j'étais au lieu de s'excuser constamment pour l'existence. Pour la première fois depuis le début de tout cela, j'étais en fait excité par mon avenir. Et j'avais le sentiment qu'Adriel allait être une partie importante pour déterminer à quoi ressemblait cet avenir. 40 jours. C'est combien de temps cela dure depuis le TikTok qui m'a brisé. Et je suis assis ici sur mon nouveau balcon en regardant le soleil se coucher sur une ville qui se sent complètement différente de ce qu'elle a fait il y a 6 semaines. Même bâtiment, même rue, même café à chaque coin, mais tout semble plus brillant. Comme quelqu'un a ajusté le contraste de toute ma vie. J'ai quitté la place de Lucas et Mina il y a 2 semaines. Ne vous méprenez pas, ils étaient incroyables. J'ai probablement sauvé ma santé mentale au cours de ces premières semaines où j'étais essentiellement une coquille de randonnée d'un être humain. Mais il arrive un moment où vous devez arrêter de vous cacher et recommencer à vivre. Et ce point est venu quand j'ai réalisé que je passais plus de temps à m'inquiéter d'être un fardeau que de guérir. Mon nouvel appartement n'a rien d'extraordinaire. Une chambre dans un entrepôt converti à environ 20 minutes du centre-ville. Murs de briques exposés, plancher de bois franc qui ruissonne lorsque vous marchez dessus et des fenêtres qui laissent entrer tellement de lumière, je n'ai pas besoin d'allumer une lampe jusqu'au soir. C'est le premier endroit qui a jamais été entièrement à moi, décoré de mes affaires, organisé comme je le veux. Aucun compromis ou négociation requis. La meilleure partie est le balcon. Il est à peine assez grand pour une chaise et une petite table, mais il fait face à l'est, donc je reçois le lever du soleil tous les matins. J'ai commencé à boire mon café, juste assis dans le calme et regarder le monde se réveiller. C'est devenu ce rituel qui me fonde, me rappelle que j'ai traversé une autre nuit, et je suis toujours là, respire toujours en avançant. Sienna ne sait pas où je vis maintenant. Enfer, elle ne sait probablement même pas que j'ai déménagé, c'est exactement comme ça que je le veux. Je l'ai bloqué sur chaque plateforme imaginable, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, même 20 mots,
parce que je savais qu'elle essaierait d'utiliser les demandes de paiement comme moyen de me contacter. Mon numéro de téléphone est toujours modifié. Ma présence sur les réseaux sociaux a été complètement reconstruite à partir de zéro. Et j'ai clairement indiqué à tout le monde dans ma vie que partager des informations sur moi avec elle est une limite dure que je ne tolérerai pas. Cela semble extrême, mais c'est nécessaire parce que la vérité est que Sienna n'a pas fini d'essayer de contrôler le récit. Même maintenant, 40 jours plus tard, elle publie toujours de la critique en ligne sur les relations toxiques et apprend à s'aimer après avoir été abusée émotionnellement. La semaine dernière, elle a partagé une citation sur les partenaires narcissiques survivants qui m'ont fait rire si fort que j'ai presque étouffé mon shake protéine. La projection est irréelle. Mais je suppose que lorsque vous êtes un maître manipulateur, admettant que vous êtes le problème n'est pas vraiment une option. Plus facile de retourner le script et de vous peindre comme victime du comportement même que vous avez passé des mois à orchestrer. Je connais ces messages parce qu'Adrel me tient au courant. Nous sommes devenus de véritables amis au cours du dernier mois. Le genre d'amitié qui se développe lorsque vous vouliez sur la survie de la même personne toxique. Elle capturera les dernières tentatives de Sienna d'histoire révisionniste et nous allons envoyer des SMS à quel point tout cela est délirant. C'est thérapeutique qu'il y a en fait quelqu'un qui voit à travers le aussi clairement que moi. Marcus a finalement quitté son emploi la semaine dernière après que Sienna ait essayé de le faire écrire pour avoir créé un environnement de travail hostile. Apparemment, elle a affirmé qu'il répandait des rumeurs sur sa vie personnelle et la mettait mal à l'aise. L'ironie serait hilarante si elle n'était pas si prévisible. Sienna classique. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un, vous essayez de le détruire. Mais voici la chose qui se soufflerait probablement. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas assis autour de la vengeance ou en espérant que karma la rattrape. Je suis juste libre. Gratuit d'une manière que je ne savais même pas que je n'étais pas avant. Mon nouvel emploi commence lundi. Développeur de logiciels senior dans une start-up fintech au centre-ville. 30% de salaire d'augmentation de mon ancien poste. Et il paie pour que je termine ma certification. Le processus d'entrevue était intense. 3 tours. Défi technique, les 9 yards entiers. Mais je l'ai écrasé. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment informé que vos ambitions sont inutiles, vous pouvez réellement atteindre des trucs assez cool. Je suis allé religieusement au gymnase. Et la transformation n'est pas seulement physique. Ouais, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais plus important encore, je me sens à nouveau fort. Pas seulement en termes de muscles, mais mentalement, comme si je pouvais gérer tout ce qui m'a été lancé parce que j'ai déjà survécu à la pire chose que je puisse imaginer. Le docteur Rena et moi avons une autre dernière session hier. Non pas parce que je suis guéri ou quelque chose de dramatique comme ça, mais parce que j'ai atteint le point où je ne survis pas seulement, je suis en train de prospérer. Elle a dit quelque chose qui m'est resté. Rowan, tu es venu ici en pensant que tu devais réparer ce qui était cassé, mais tu n'étais pas cassé. Vous étiez juste piégé dans l'histoire de quelqu'un d'autre sur qui vous étiez censé être. Cela a frappé fort parce que c'est tellement vrai. Depuis 3 ans, je vivais ma vie selon le script de Sienna, en habillant comment elle voulait. Maria se déplaça contre mon camion, cet homme grattant contre l'asphalte alors qu'elle semblait lutter avec quelque chose de lourd dans son esprit. La façon dont elle me regardait, comme si elle essayait de décider de déchirer un pansement lentement ou de le retirer tout d'un coup, a fait maîtriser mon estomac avec crainte. Puis-je être honnête ? Elle a demandé, même si son ton a suggéré qu'elle allait être honnête si je voulais qu'elle soit ou non. J'ai hoché la tête, même si chaque instinct que j'avais me criait pour rouler la fenêtre et partir avant qu'elle ne puisse dire tout ce qui allait arriver. Mais j'avais passé trop de mois à vivre dans le déni, et j'étais enfin prêt à entendre la vérité, même si ça allait faire du mal comme l'enfer. Elle parle différemment de vous depuis plus d'1 an maintenant, a déclaré Maria, sa voix douce mais sans faille. Au début, ce sont de petites choses, des plaintes qui semblaient normales, vous savez, mais cela devenait plus méchant. Le mot méchant m'a frappé comme un coup de poing à l'intestin. Je pourrais manipuler être appelé ennuyeux ou prévisible, mais méchant ? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter méchant ? Elle vous appelle trop émotive. Maria a continué, cochant des articles comme elle lisait à partir d'une liste de courses. Trop stable. Dis que vous êtes toujours là. Comme si c'est une mauvaise chose dans un mariage. Chaque mot ressemblait à un autre clou dans le cercueil de tout ce que je pensais savoir sur ma relation. Trop émotif pour vouloir une connexion, trop stable pour être fiable, toujours là pour être présent dans ma putain de maison. Mais le pire, a déclaré Maria,
et je pouvais dire que c'était la partie qu'elle redoute vraiment, c'est qu'elle dit qu'elle manque de se sentir poursuivie. Comme si elle voulait se sentir poursuivie, mais pas par vous. Elle veut cette excitation, cette incertitude, mais de quelqu'un de nouveau, qui piquait pire que tout le reste combiné. J'avais essayé si fort de l'aimer régulièrement, pour être le port de toute sécurité sur lequel elle pouvait compter. Et apparemment, ce qu'elle voulait vraiment, c'était avoir l'impression d'être toujours célibataire et disponible. Le visage de Maria est devenu encore plus sérieux, et je pouvais dire qu'elle allait laisser tomber une autre bombe sur ce qui restait de ma compréhension de mon mariage. Elle jeta un coup d'œil dans la rue vide comme si elle craignait que quelqu'un entende ce qu'elle allait dire, puis se pencha plus près de la fenêtre de mon camion. Il y a ce gars qu'elle continue de mentionner, dit-elle, sa voix tombant à presque un murmure. Derek de son gymnase. Ma poitrine s'est immédiatement serrée. Le gymnase? Bien sûr, c'était le gymnase. Daniel avait commencé à y aller il y a environ 8 mois, affirmant qu'elle devait se remettre en forme et se sentir mieux dans sa peau. J'avais été favorable, même encourageant, parce que je pensais peut-être que si elle se sentait mieux physiquement, cela pourrait aider tout ce qui se passait entre nous émotionnellement. Quel idiot j'avais été. Au début, cela semblait inoffensif, a poursuivi Maria. Juste des mentions occasionnelles, vous savez. Dererick m'a montré un nouvel exercice aujourd'hui où Dererick dit que je deviens plus fort. Mais ensuite, c'est devenu plus fréquent, plus personnel. Je pouvais sentir ma mâchoire se serrer en parlant. Toutes ces soirées où Daniel rentrait du gymnase brillant et dynamisé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années et j'en avais réellement été heureuse. Je pensais que l'exercice était bon pour son humeur, bonne pour sa confiance. Je n'ai jamais considéré que quelqu'un d'autre était peut-être responsable de cette lueur. Elle a dit une fois, si j'étais célibataire, il aurait des ennuis. Dit Maria, et ces mots ressemblaient à un couteau tournant dans mon instinct. Si j'étais célibataire, pas si je n'étais pas marié ou si les choses étaient différentes. Si j'étais célibataire, comme être marié avec moi n'était qu'une technicité gênante qui se tenait entre elle et ce qu'elle voulait vraiment. Comme si j'étais l'obstacle, pas la personne avec qui elle avait choisi de construire une vie. Soudain, tout a commencé à cliquer en place avec une horrible clarté. Les habitudes téléphoniques secrètes qui s'étaient développées au cours des derniers mois. La façon dont elle avait commencé à s'habiller pour des courses rapides qui étaient des pantalons de survêtement. Ces nuits de filles qui n'ont jamais semblé impliquer l'un de ses amis habituels. Quand j'ai posé des questions sur eux plus tard. La question qui est sortie de ma bouche avait ensuite l'impression que cela pourrait me tuer, mais je devais le poser. J'avais besoin de savoir s'il restait quelque chose de la femme que j'avais épousée. Toute déchiqueteuse de l'amour qui existait autrefois entre nous. Parle-t-elle jamais de moi avec amour? J'ai demandé à Maria, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Maria détourna les yeux alors, regardant cet homme comme s'il tenait les secrets de l'univers. Cette pause, cette incapacité à rencontrer mes yeux, m'a dit tout ce que je devais savoir avant même d'ouvrir la bouche. Elle vous appelle fiable, a-t-elle finalement dit, les mots venant lentement et prudents. Prévisible, mais pas beaucoup plus. Fiable. Prévisible. Ce sont les mots qu'elle a utilisés pour décrire l'homme qu'elle avait promis d'aimer pour le meilleur ou pour le pire. Pas aimant, pas attentionné, pas même sympathique, juste fiable, comme si j'étais un équipement domestique qui a rempli sa fonction sans nécessiter beaucoup de réflexion ou de maintenance. Vous n'avez pas tort de vouloir l'amour, Marcus, a déclaré Maria. Et il y avait quelque chose de féroce dans sa voix maintenant, comme si elle était en colère en mon nom. Vous n'êtes pas dans le besoin. Vous étiez simplement fidèle à quelqu'un qui a cessé de vous choisir. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. Pendant des mois, peut-être des années, je me demandais moi-même, me demandant si je demandais trop, si mon besoin de connexion et d'intimité me rendait faible ou collant. Daniel m'avait fait sentir que mes besoins humains fondamentaux étaient des défauts de caractère, comme vouloir que ma femme veuille réellement que je revienne était en quelque sorte déraisonnable. Mais Maria avait raison. Je n'avais pas été nécessiteux. J'avais été fidèle. J'avais été fidèle à quelqu'un qui avait émotionnellement vérifié notre mariage et qui était probablement déjà à mi-chemin des bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé Maria droit dans les yeux alors, sentant quelque chose se déplacer en moi. Quelque chose qui avait été plié et brisé a finalement repris en place. Je ne reviens pas, ai-je dit. Et pour la première fois plus longtemps que je ne me souvienne, je voulais dire chaque mot que j'ai dit. Elle hocha la tête, un petit sourire traversant son visage. Bien. Je me suis retrouvé à ce petit Airbnb de l'autre côté de la ville.
Rien d'extraordinaire, mais propre et calme. Le genre d'endroit qui a loué la semaine aux vendeurs en déplacement et aux personnes qui passent par des divorces. Je suppose que je rentre dans cette deuxième catégorie maintenant. Bien que le mot divorce se sentait toujours étranger dans ma bouche, comme parler une langue que je n'ai jamais appris. Je me suis réveillé le lendemain matin à mon téléphone bourdonnant de textes de Daniel. 3 d'entre eux espacés d'environ 1 heure d'intervalle. Le premier a dit « Où êtes-vous » Comme si j'étais en retard pour le dîner. Au lieu d'avoir quitté notre mariage la nuit précédente. La seconde était « Vous réagissez de manière excessive ». Ce qui était tellement typique d'elle que j'ai presque ri. Et le troisième envoyé vers midi vient de dire « Sérieusement ? Sérieusement ?» Comme si je m'éloigne de 13 ans d'être traité comme des meubles était une sorte de blague. Comme ma douleur n'était qu'un autre inconvénient dans sa vie parfaitement organisée. J'ai regardé ces messages pendant longtemps, mon doigt planant sur le clavier. Une partie de moi voulait tout expliquer, écrire un long message sur la seule fois que j'avais été solitaire, à quel point elle me faisait sentir, à quel point. Sa cruauté décontractée la veille avait été la paille finale. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle savait déjà tout cela. Elle me regardait lutter depuis des mois, peut-être des années, et ne se souciait pas assez de changer quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas répondu. J'ai supprimé les messages et fait ma journée. Vers 15 heures de l'après-midi, Maria a envoyé un texto pour me vérifier, m'a apporté du café et s'est assis dans la petite kitchenette pendant que je lui parais des messages de Daniel et de ma décision de ne pas répondre. Il y a plus, dit-elle tranquillement, et mon estomac tomba. Je pense qu'elle a vu des recs. Aucune preuve, a-t-elle expliqué, mais suffisamment d'indices pour que même un aveugle commencerait à se demander. Les nuits tardives au gymnase qui ne correspondaient pas à leurs heures affichées. S'habiller pour des courses qui ont pris des heures. Mentir sur qui elle était lorsque les amis ont appelé pour vérifier les plans. Mais voici la chose étrange. Je n'ai pas ressenti la rage que je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté sur moi comme de l'eau fraîche. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Plus de seconde guise, ne me demandant plus si je réagissais de manière excessive ou que je suis trop sensible. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé un avocat en divorce. La femme qui a répondu avait cette question de fait qui a en quelque sorte rendu le tout moins dévastateur et plus comme une transaction commerciale, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai besoin de dissoudre mon mariage, lui ai-je dit. Et entendre ces mots sortir de ma bouche était surréaliste. 13 ans réduits à une procédure juridique, mais c'est ce qu'elle était devenue. Pas par dépit ou une tentative désespérée de blesser Daniel, mais parce que j'ai finalement compris que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Vous ne pouvez pas effectuer la RCR sur une relation où une personne a déjà émotionnellement plate, et essayer de ressusciter quelque chose qui est déjà mort vous fait mourir un peu aussi. L'avocat m'a parcouru les étapes pratiques avec l'efficacité professionnelle. J'avais besoin de me protéger financièrement, a-t-elle expliqué. Parce que les choses pourraient devenir désordonnées une fois que Daniel s'est rendu compte que j'étais sérieux à ce sujet. Alors, je suis allé à la banque cet après-midi-là et j'ai déplacé la moitié de nos économies sur un compte séparé. Ne pas la visser, mais pour m'assurer que je pourrais survivre tout le chaos pourrait venir. J'ai clôturé les cartes de crédit que nous avons partagées, appelé la compagnie d'assurance pour comprendre ce qui arriverait à nos politiques, a même commencé une liste de qui obtiendrait quoi lorsque nous aurons divisé 13 ans de choses accumulées. C'était étrange de prendre ces étapes en béton pour démanteler une vie que j'avais passé si longtemps à construire. Comme si j'étais un archéologue excavant soigneusement les restes de quelque chose qui avait autrefois été vivant et prospéré. Mais pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'étais pas devine à chaque décision où je me demandais si je faisais une terrible erreur. Je me choisissais enfin. Et cela ressemblait à la chose la plus radicale que j'avais faite en une décennie. Les documents, les appels téléphoniques, la logistique, rien ne semblait écrasant la façon dont j'imaginais toujours le divorce. Peut-être parce qu'au moment où vous arrivez à ce point, le travail émotionnel est déjà terminé. La partie la plus difficile n'était pas le dépôt des papiers. Il acceptait que la femme que j'adorais avait cessé d'être cette personne il y a longtemps. 2 jours plus tard, juste au moment où je commençais à m'installer dans cette nouvelle réalité, Daniel s'est présenté à l'Airbnb. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée de gravier. Ce son familier de son moteur que j'entendais depuis des années quand elle est rentrée du travail. Mon cœur a fait ce stupide petit saut avant que mon cerveau ne me rappelle qu'elle ne rentrait pas chez moi. Elle venait à essayer de contrôler le récit, de gérer la situation,
de faire disparaître tout cela afin qu'elle puisse revenir à sa routine confortable. Ses pas grimpaient sur le gravier. Et puis est venu ce doux coup à la porte, le même rythme doux qu'elle avait toujours utilisé à la maison quand elle essayait de me réveiller ou d'attirer mon attention. Quand je n'ai pas répondu immédiatement, le coup est devenu plus insistant, plus exigeant. « Marcus, je sais que tu es là-dedans », a-t-elle appelé par la porte. Et je pouvais entendre cet avantage dans sa voix qui signifiait qu'elle commençait à être frustrée. « Nous devons parler. » Je me suis assis sur le canapé, peut-être à 10 pieds de l'endroit où elle se tenait et j'ai regardé son ombre se déplacer d'avant en arrière à travers la fenêtre. Elle faisait du rythme, essayant probablement de comprendre les bons mots pour me faire revenir. La bonne combinaison d'explications et d'excuses qui ramènerait les choses à la normale. Mais j'avais passé trop d'années à écouter ces mots pendant que ses actions racontaient une histoire complètement différente. Elle a frappé à nouveau, plus fort cette fois, et je pouvais entendre la frustration rampant vraiment dans sa voix alors qu'elle réalisait que je n'allais pas la rendre facile pour elle. Une partie de moi voulait ouvrir cette porte, entendre toute explication qu'elle avait préparée, pour lui donner la possibilité d'essayer de réparer les choses. Mais j'ai appris quelque chose d'important ces derniers jours. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser de participer à des conversations qui ne feront que vous blesser davantage. Elle est restée là-bas pendant peut-être 20 minutes, frappant périodiquement et appelant mon nom, sa voix faisant du vélo à travers différents tons, inquiet, puis irrité, puis plaidant presque. Finalement, le son s'est arrêté et j'ai entendu sa voiture démarrer et partir. J'ai regardé à travers la fenêtre alors que ses feux arrière disparaissaient au coin de la rue et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cette nuit-là, j'ai dormi sans le poids du rejet en appuyant sur ma poitrine, sans me demander ce que j'avais fait de mal ni comment je pourrais réparer les choses. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas d'être aimé. J'apprenais à m'aimer. Et cela ressemblait au début de quelque chose qui valait la peine de se battre.